Du coup, on c'est sur les rappels d'anatomie et physiologie cardiaque. Du coup, le cœur, où est-ce qu'il se situe? C'est quoi son rôle de pompe? Étage inférieur du médiastin, c'est un muscle lisse, quatre cavités avec un réseau de vaisseaux coronaires, un péricarde, et ça fait à peu près 270 grammes. Un magnifique schéma, pas dessiné par moi. Sur le cœur, donc ça, c'est des choses que vous connaissez à peu près normalement. Donc, oreillette droite, ventricule droit, valve tricuspide, valve pulmonaire, artère pulmonaire. Artère, c'est ce qui s'éloigne du cœur, et veine, c'est ce qui revient vers le cœur. Enfin, c'est ce qui, je sais pas un truc d'oxygène, je sais pas si on vous a déjà appris ça. Bon, bref, on a un truc différent. Du coup, artère pulmonaire, qui revient après par veine pulmonaire. Oreiller gauche, ventricule gauche, valve mitral, valve aortique et voilà. Dans le sens, tu veux dire, entre la circulation pulmonaire et systémique, c'est pas forcément le sang oxygéné ou Ouais, c'est ça, c'est pas désoxygéné parce que entre artère et veine. une artère, c'est pas forcément oxygéné, parce que enfin, du coup, l'artère pulmonaire est faible en oxygène, quoi. C'est juste. Ça, c'est clair ou pas ce point? C'est important de savoir de quoi on parle. Sachant que c'est important de connaître l'anatomie parce que chaque chose peut être malade. Et on peut les valves, le VD, le VG, qu'on verra dans. C'est pour ça que c'est important d'avoir les bases anatomiques pour comprendre le reste de la journée. Les artères pulmonaires, bah, ça peut se boucher. Plus les coronaires qu'on voit pas ici, on imagine dans que les pulmonaires. enfin, Vous voyez, ils sont il y là, a plein de pathologies qui découlent de la section aortique. ouais. Vous voyez, ça peut être un aorte. Et donc ça, c'est un peu la grande circulation. Donc, c'est pareil, vous avez déjà vu donc, le cœur qu'on vient de voir. Là, on voit les principaux vaisseaux, l'aorte ascendant, descendant. Oh. Tous les principaux organes, puis après, là, les veines qu'on connaît, jugulaire, fémorale, cavière, etc. Tout ça, normalement, ça va pour tout le monde. Du coup, la physiologie. Du coup, le cœur, c'est un battement cardiaque donc, qui vient d'une onde d'excitation qui se fait par contraction cellulaire. Après, ça fait une contraction coordonnée des cellules, mais ça, on reviendra plus sur le CG. Les contractions des ventricules, elle est presque simultanée, auricules et ventricules. Voilà. Et les bruits du cœur qu'on peut entendre à l'auscultation, en fait, c'est les fermetures des valves. Les valves pulmonaires dans un premier temps et les valves sinueuses dans un deuxième temps. Donc, valve qu'on appelle pulmonaire, c'est le tricuspide mitral. Donc, grosso modo, c'est les valves dans le cœur, quoi. Et les valves sinueuses, c'est celles qui s'échappent du cœur, donc aortique qui éjecte vers la aorte et pulmonaire vers l'artère pulmonaire. Voilà. Et donc, les bruits du cœur peuvent être pathologiques quand la valve est malade. Ça semble logique, mais ça. Après, c'est pas trop nous, c'est plus hyper important pour les extrêmes. Mais quand il y a un souffle, Oui, voilà. quand derrière un souffle, c'est que bah il y a un passage de sang anormal dans une des valves en fonction de l'endroit où on ausculte et du moment où on entend le souffle. Vous entendrez que derrière il y a un souffle systolique ou un souffle diastolique en fonction du moment. Et bah ça va directement nous orienter sur une des quatre valves du cœur et en fait il y a la moitié du boulot qui est fait. Quand on sait quelle valve est pathologique directement, bah, voilà, on va rentrer directement dans une maladie donnée. C'est vraiment très non, t'es pas désuet. C'est vrai qu'on a l'échographie, surtout en réa facile, mais en fait, quand on va donner un avis dans les étages, il n'y a pas d'échographe. Et en fait, voilà, l'auscultation est très importante. En pro-hospitalier, voilà, on nous dit il y a une absence cardiaque, il y a un souffle systolique, aortique. Bon, bah, voilà, c'est un rétrécissement aortique. Directement, on va pouvoir aller très vite pour une pathologie. Très important, c'est pas du tout désuet. Ok. Donc là, le cycle cardiaque, on passe, je pense qu'on le connaît. Du coup, on part de la fin de diastole, donc c'est là où le cœur est le maximum décontracté. Du coup, les oreilles et les ventricules sont relâchés, valve auriculo-ventriculaire ouverte. Le cœur va se remplir et par gravité, grosso modo, ça va se remplir au niveau des oreillettes, puis ça va passer la valve de façon on va dire, mécanique avec la gravité. Ça va remplir le ventricule à 70%. Donc, c'est un remplissage passif, hein, le cœur il est totalement décontracté. Après, il y a la systole auriculaire. Donc là, c'est, comme son nom l'indique, c'est en ce moment, la contraction des oreillettes pour remplir le ventricule au maximum. Euh,
le fait qu'il y ait ça, la pression du ventricule va beaucoup augmenter et les valves ont des espèces de clapets. Bah, normalement, si on est bien fait, ça va pas fuiter, quoi. C'est parce qu'une augmentation de pression, si nos valves elles sont étanches, ça ne montera pas, c'est des clapets, ça va plus dans un sens. Ce qu'on va appeler insuffisance Ouais, ouais. valvulaire. C'est en fait une insuffisance valvulaire. Si ça se ferme pas complètement et que ça fuit. Là qu'on voit, j'ai dû entendre des cours, parfois on dit ah ça fuit, ou il y a une insuffisance mitrale ou aortique. C'est à l'inverse, ça peut être rétréci. Des rétrécissements aortiques, c'est quand ça a du mal à s'ouvrir complètement et que le trou qui reste pour faire éjecter est trop petit, bah, ça fait un rétrécissement et du coup, ça crée de la résistance pour le cœur. Hein, sol ventriculaire, donc pareil, bah là, du coup, c'est la contraction du ventricule, enfin, des deux ventricules, hein, pour éjecter le sang dans la circulation systémique, soit dans les poumons, via l'artère pulmonaire ou par l'aorte. Pareil, limitation des pressions ventriculaires par rapport aux pressions des oreillettes, et pareil, c'est le principe des clapets, parce que c'est dans le sens. Normalement, il n'y a rien qui revient, c'est que dans un sens. Et, voilà. Comme avoir des insuffisances aortiques, des rétrécissements, ou même pulmonaires. Et après, bah, le début de la diastole générale, bah, c'est la relâchage des oreillettes et des ventricules, fermeture des valves auriculo. Le plus important, c'est systole et diastole, c'est ces deux grands moments, le remplissage du cœur et l'envie. Et donc, vous imaginez qu'il y a un flux continu pour faire des organes. Ouais. On verra qu'il y aura des implications sur le Alors, on va parler du débit cardiaque. Donc, le débit cardiaque, c'est le volume de sang injecté par le cœur par minute. Du coup, c'est un volume par minute. Du coup, le volume par minute, c'est bah, les minutes, c'est simple, c'est la fréquence cardiaque. Le volume, c'est le volume d'éjection systolique. Donc, c'est combien de ml, grosso modo, le cœur va éjecter via son ventricule gauche dans la circulation. On va dire, je sais plus comment c'est une soixantaine d'ml par 100 ml. À chaque systole. À chaque systole, ça va éjecter 60 cc de sang. Et bah ça, pour la fréquence cardiaque, ça nous donne un débit en litres par minute qui est autour de 5-6. Et c'est pour ça que quand le patient indique qu'il est vide et ça s'arrête son débit cardiaque, c'est Ouais, il y a pas que ça. non? Ça, on reverra. C'est effectivement, on peut mesurer différentes choses. L'idée, c'est que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la réponse au remplissage. Et en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va répondre au remplissage pour augmenter effectivement son débit cardiaque. Et donc son volume d'éjection. Quand tu es vide, quand tu es hypovolémique, pour compenser la baisse d'éjection, parce que ta volémie est plus basse, c'est la précharge, c'est le remplissage est inférieur, donc tu peux t'accélérer effectivement pour maintenir. Ça, on va l'aborder après. Mais en soi, oui, par exemple, par une baisse de volume, ça peut aujourd'hui une baisse de débit cardiaque, tout à moins de volume dans ton sang. Quand on est moins agile, oui, il n'y a plus rien à envoyer. Mais Il y a d'autres. Ouais, c'est juste. Mais c'est juste parce que c'est exactement ce qu'on recherche quand on remplit. C'est augmenter la capacité cardiaque. Ça peut faire remonter la tension, etc. Mais c'est des paramètres macroscopiques qu'on peut voir. Parce que le débit, vous voyez, c'est pour mesurer le volume qui est éjecté, il y a différentes techniques, mais ça peut être un peu plus compliqué. Donc souvent, on voit la barre, on dit, ah, il répond. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est surtout l'objectif physiologique, c'est le volume d'éjection systolique. Bon, on va voir le truc. On y reviendra dessus. On revient après. Oui, c'est une très bonne question. Si vous voulez, on peut reprendre après. Après. On va spoiler. Du coup, voilà, bon, bref, l'évolution d'éjection systolique. Les facteurs, c'est bah, la précharge, la post-charge, qu'on reviendra aussi après, et la contractilité cardiaque. Donc, ça pour dire qu'il y a plein de facteurs qui peuvent influer ce volume d'éjection systolique. La force du cœur, les résistances qu'il peut avoir, et la précharge, on va dire, bah, suffisant un petit peu le remplissage, le volume qu'il faut récupérer s'il y a quelque chose à envoyer. La post-charge, c'est la résistance à l'éjection du sang du ventricule. Donc, par exemple, si vous êtes tendu, avec des artères très calcifiées, très résistantes, ça va être plus dur. Ou si votre valve aortique est vraiment le dernier clapet avant l'éjection du sang dans la circulation, si c'est complètement fermé, bah, le cœur, la post-charge du ventricule gauche, ça va être énorme. Il va devoir délivrer énormément d'efforts. Il va falloir qu'il y ait une contractilité qui compense ça.
Donc ça, c'est les 3 déterminants qui, à chaque fois, on va réfléchir dessus et vont rentrer à chaque fois, il y a des interventions qui sont possibles sur tous, hein, et chacun peut détailler. Donc, Et voilà. est-ce qu'on peut avoir une incidence en post-charge, mais compensée avec la contraction, et compensée avec la Jusqu'à un contraction? certain moment, c'est pour ça Ok. que, par exemple, quand tu as un rétrécissement aortique, ou pas dans les cours suivants que constitue négression, jusqu'à un certain moment, le ventricule gauche va s'épaissir, va être plus musclé. Donc, un des signes échographiques du rétrécissement aortique, c'est avoir un ventricule gauche hypertrophié parce qu'il envoie, il lutte contre cette résistance. Jusqu'à un certain moment, après, il dilate. Donc, une fois que c'est dépassé, c'est Il va se fatiguer quand. C'est clair, c'est un peu long parce que c'est vrai que on fait quasiment que ça. Hein. En fait, on ne peut pas passer outre, c'est les rappels de base, l'anatomie, la physio. En fait, après, toutes les pathologies, toute notre réflexion, la réa, c'est très physiologique. Donc, en fait, dès qu'on va parler aux visites, dès qu'on va parler des patients, pour comprendre, en fait, à chaque fois. Et en fait, une fois qu'on se rappelle de ça, c'est très simple. Mais il faut se rappeler de tout ça. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. La pression artérielle, c'est la pression exercée par le sang sur la paroi des artères périphériques en millimètres de mercure. Donc c'est le débit cardiaque fois la résistance vasculaire systémique. Et la PAM, c'est la moyenne entre nous de la systole et de la diastole. Mais de mémoire, c'est un tiers de systole, un tiers de systole et deux tiers de diastole. Voilà. Ok. C'est pour ça que c'est pas juste entre les deux. Quand vous avez une diastole basse, tout de suite la PAM va être très basse. Voilà, 2 tiers, 1 tiers. Comme tu dis. C'est un tiers, deux tiers, un tiers. 1 tiers de systole, 2 tiers de diastole. Ok. Pour les scopes, c'est ce qui est remarqué. Hein. Souvent, vous verrez, il y aura des chiffres rouges, c'est ça. Et on a souvent des objectifs de PAM. C'est vrai que la PAM, c'est important que vous l'ayez en tête. Dans la vie hors réa, on parle toujours de systole diastole pour les objectifs tensionnels du tout venant. Nous, c'est beaucoup la PAM. Beaucoup. Justement, par les surveillances, c'est un peu ça. Donc, c'est le CG, la pression artérielle, PVC, un peu, pression vasculaire pulmonaire et des bicardiaques. Donc, après, bon, comme on surveille tout ça, le CG, bon, on a le scope qu'on peut en faire, pression artérielle, café artérielle, brassard, PVC, bah, le montage de PVC, pression vasculaire pulmonaire, Voilà, on verra après, mais juste pression veineuse veineuse centrale. centrale. Il y aura un petit mot, mais c'est toi, Mathilda, qui en parlera. La pression veineuse centrale. Voilà, c'est un cathéter qui mesure la pression à part un. Débit cardiaque, donc ça, c'est plus échographie, on va dire. Il y a des mesures invasives du débit cardiaque, mais que nous, on ne fait pas ici. Non. Atteindre vers le front, c'est faux. Il y a des cathéters qui mesurent des débits cardiaques, donc on ne fait pas. C'est équivalent. Dans les études, c'est équivalent. Faire l'écho et la clinique va se faire de l'invasif. Alors, point important de l'anatomie physique. Le cœur, donc, c'est un muscle à fonction automatique et autorégulée. C'est la pompe du corps humain. Le débit cardiaque, c'est nécessaire pour maintenir une oxygénation et une nutrition suffisante pour les organes. Euh, et pression artérielle et fréquence cardiaque, c'est l'indice de perfusion des organes qui a une variabilité importante et qu'il faut surveiller plus. C'est plus contre la. C'est clair pour tout le monde? Parce que, en fait, c'est des notions qui se confondent. Le débit cardiaque, c'est vrai que parfois on dit qu'il est en bas débit. Vous voyez que bas débit, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a le cœur apporte, et parfois la demande est plus importante. Vous voyez que c'est une balance. S'il est en bas débit, mais on diminue la consommation, on peut s'équilibrer. Par contre, si la demande est supérieure à ce que donne, vous voyez, c'est l'offre et la demande. Si la demande est plus importante, c'est là où il va avoir une hypoxie, une souffrance musculaire, et c'est ça qui va provoquer la hausse de la 4, enfin, des dépenses d'une insuffisance rénale, etc. C'est vraiment toujours une balance entre offre et demande. Donc, parfois, on augmente l'offre, il ne faut pas monter plus l'offre que la demande. Donc, c'est ça qu'on essaie de. C'est vrai qu'on diminue les amines, les vitamines, etc. Quand la demande baisse, pour qu'on arrive à. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on dit topo? On appelle l'anatomie physiopathe. Non? C'est important, hein, c'est peut-être Ouais. c'est important.